Nous marquons aujourd'hui la journée européenne de commémoration du génocide des Roms. Cette date du 2 août, choisie par le Parlement européen, marque le massacre en 1944 de plus de 4000 Roms, Sinti, Gitans, Manouches, Yéniches et voyageurs, des femmes, des hommes, des enfants assassinés à Auschwitz-Birkenau en Pologne par les nazis et leurs alliés. Les chiffres diffèrent. On estime à 100 000, 300 000, 500 000 parfois le nombre de tziganes tués durant la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et on va tenter d'y voir plus clair avec vous. Justement, Alexandre Bond, bonjour à vous. Vous êtes historien et professeur en classe préparatoire, auteur de Histoire politique de l'antisémitisme en France. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24, Alexandre Bond. D'abord, ce génocide des tziganes, il est si peu connu. Pourquoi ? Bien, écoutez, c'est un génocide qui a été découvert ou qui a été authentifié ou attesté que très tardivement, alors qu'il s'est déroulé durant la Seconde Guerre mondiale, au même titre que celui qui a frappé les Juifs d'Europe. Bien sûr, il n'a pas les mêmes proportions, il n'a pas la même géographie, mais chronologiquement et en termes de modalité, il y ressemble beaucoup. Donc la question de l'absence de cette mémoire ou l'absence de cette histoire est une question qu'on mettrait des heures à aborder, mais que, puisque vous l'occasion, j'évoque brièvement, c'est-à-dire que ce génocide, dont on pourrait rappeler qu'il s'est déroulé dès le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les tziganes, c'est un terme générique, je ne vais pas être trop long sur votre antenne, je sais que je n'en ai pas le temps, mais ce terme générique cache des réalités très différentes des populations qui viennent d'Europe centrale, orientale, qu'on appelle souvent Rome, ou d'Europe occidentale ou germanique, qu'on appelle Sinti, et qui ont été stigmatisées dès la fin du XIXe siècle, mais à partir de l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, systématiquement considérée comme une population qu'il fallait éradiquer du Reich. Donc les nazis, une fois aux manettes, à partir de janvier 1933, ont considéré sur des bases qui sont à la fois sociales, culturelles et raciales, que les peuples tziganes devaient être éradiqués du Reich, c'est-à-dire déplacés, déportés. Puis, à partir d'un certain moment, on a même une date précise en tête, la date du mois de décembre 1942, c'est une décision d'Himmler. Ces populations du Troisième Reich doivent être déportées dans les camps de concentration ou vers les centres de mise à mort. Donc, ce génocide, il prend des formes qui ressemblent beaucoup à celles qui ont touché les populations juives. En URSS, par exemple, des Einsatzgruppen fusillent des populations juives, mais également tziganes. Les premiers camions à gaz de Chelmno servent à éliminer des populations tziganes venues d'Europe centrale ou germanique. Et puis, à partir de 1943, des populations tziganes venues de Belgique, des Pays-Bas, du nord de la France, d'Alsace, ont été déportées vers Auschwitz-Birkenau pour y être parquées dans un cadre un peu particulier qui est un sous-camp du camp de Birkenau, ce qu'on appelle le camp des familles, où le docteur Mengele et des médecins sont venus piocher, si je puis me permettre cette triste expression, sur des jeunes enfants ou des jumeaux pour faire des expériences médicales. Ces tziganes vivaient en famille, alors qu'ils vivaient à quelques dizaines de mètres des chambres à gaz où étaient exterminés tous les jours des milliers de populations juives. Et puis, la plupart d'entre eux sont morts au travail, ont été déportés vers d'autres camps, vers le camp du Schmutz. Pardon, Alexandre. Non, mais au contraire, mais c'est intéressant et justement, ça semble tellement documenté. Vous venez de réussir à résumer en quelques secondes cette sombre page de l'histoire et pourtant, les chiffres, on a du mal à les retrouver. On parle d'une estimation de 100 000, 300 000, 500 000 même. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de chiffrer le nombre de ces victimes alors qu'on sait que 6 millions de juifs ont été tués en 1944 par les nazis ? On le sait, mais tout le monde ne l'admet pas encore. Mais concrètement parlant, c'est documenté. Je parle des 6 millions de juifs. Par contre, pour les tziganes, je vais prendre un exemple concret. Vous évoquiez le chiffre de 4000 personnes massacrées dans la nuit du 2 au 3 août 1944. Aujourd'hui, les chiffres que l'on connaît du musée mémorial d'Auschwitz et des historiens, je pense à Orienta Seo et surtout à mon collègue Islaine Aboud, qui a beaucoup travaillé à l'échelle française sur le sujet, font état d'à peu près 2890 personnes qui sont en une nuit, hommes, femmes et enfants, précipités par les SS de Birkenau vers les chambres à gaz. Donc je reviens, vous voyez, les chiffres, même quand ils circulent, ne sont pas toujours fiables. Donc c'est vrai qu'il y a une fourchette haute de 500 000 victimes, une fourchette basse de 100 000 victimes. Pour être à peu près synthétique, il y a un peu moins d'1 million de tziganes en Europe avant la Seconde Guerre mondiale. On estime aujourd'hui, les historiens allemands, polonais, français, américains qui travaillent sur le sujet estiment qu'il y a eu à peu près un quart de cette population qui a été éliminée, c'est-à-dire en l'occurrence entre 200 et 250 000 personnes. Mais il est très difficile d'avoir des chiffres exacts parce que d'abord, sur les zones de fusillade, les victimes ne sont pas répertoriées.
Vous avez des populations tziganes de Croatie, par exemple, qui ont été éliminées entre 20 et 30 000 personnes par les Croates eux-mêmes, donc qui ne rentrent pas dans les chiffres qu'utilisent parfois les historiens qui travaillent sur le Reich. Vous voyez, donc c'est très compliqué à l'échelle française, où aujourd'hui il y a une belle commémoration qui se déroule à 15 heures au camp de Rivesaltes. Les chiffres sont également aléatoires. Aujourd'hui, si on prend le nord de la France et l'Alsace, qui à l'époque étaient des territoires sous administration militaire allemande, on estime qu'il y a entre 500 et 650 personnes rangées dans cette catégorie des gens du voyage, des tziganes, qui ont été déportés, qui sont morts en déportation. Voilà. Donc ça a été long, ça a été difficile. La RFA, par exemple, qui a très vite reconnu son rôle dans le processus génocidaire dont les Juifs ont été victimes, a attendu la fin des années 60. Pardon, Alexandre Bande, j'avance. Je pourrais vous garder une heure, mais j'avance parce qu'on a très peu de temps devant nous. Mais qu'en est-il de la France? Parce qu'il y a une tribune publiée aujourd'hui, on va la voir s'afficher sur les écrans. Un collectif de descendants de victimes appelle les autorités françaises à instituer le 2 août comme journée de commémoration nationale de ce génocide des Roms et des voyageurs. Le Parlement européen, lui, avait établi cette date en 2015. Ce qui est dit dans ce texte en substance, c'est que la mémoire n'est pas reconnue en France, que la France n'a pas reconnu en tout cas le rôle qu'elle a pu jouer. Quelle lecture vous faites de cet appel-là? Je fais une lecture qui est tout à fait évidente quand on parle de mémoire. Les mémoires sont concurrentielles. Je voyais les premiers paragraphes de cet appel que je n'ai pas lu ce matin, qui fait état de 500 000 victimes, donc a choisi la fourchette haute. C'est un choix qui incombe aux rédacteurs de cette tribune. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'échelle de la France, parler de génocide des Roms et des Sintis, c'est compliqué dans la mesure où la majorité des populations du voyage ont été internées. Le camp de Montreuil-Bellay ont été réprimés, ont été persécutés. Par contre, se souvenir du génocide des Roms et des Sintis à l'échelle de l'Europe, c'est quelque chose d'essentiel et que la France s'honorerait à orchestrer et à institutionnaliser. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est que cette date soit associée avec une véritable expression des connaissances historiques, celles qui sont les plus précises aujourd'hui. Dans la nouvelle histoire de la Shoah, publiée il y a 4 ans, que j'avais eu l'honneur de co-diriger, Islaine About avait mis les choses très au clair. Il y a un numéro spécial de la revue d'histoire de la Shoah, et vous voyez, les deux sont étroitement liés. Les historiens de la Shoah ne peuvent pas ne pas travailler sur la question des Tziganes. Donc, je pense que ça serait une bonne chose que la France accepte de reconnaître cette journée, tout en veillant à ce qu'historiquement, on soit au-delà des querelles mémoriales. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Vous l'êtes absolument. Alexandre Bande, je profite de votre présence et de votre qualité d'historien pour aussi vous faire réagir à l'actualité beaucoup plus présente sur la situation à Gaza. La question de savoir si un génocide est en cours ou a été commis par Israël à l'encontre des Palestiniens. Il existe une définition établie par la Convention de 48 à ce propos. Les juristes ne sont pas tous d'accord, mais certains le affirment qu'un génocide est en cours, au même titre que des nombreuses ONG. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aux juristes ou aux historiens de définir, de déclarer une situation de génocide? Le président français, Emmanuel Macron, interrogé à ce propos, avait renvoyé justement la responsabilité des historiens. L'historien que vous êtes, quelle est votre opinion là-dessus? Alors, je m'étais engagé avec vos collègues à pas basculer sur ce terrain-là, mais j'ai suivi avec intérêt votre reportage et j'écoutais ce que disait votre correspondant dans la bande de Gaza, et sans minimiser les souffrances très importantes dont sont victimes les Gazaouis depuis plusieurs mois, je tenais à rappeler que, historiquement, pour ne parler que des génocides qui sont reconnus par l'ONU, c'est-à-dire celui dont les Juifs ont été victimes, celui dont les Arméniens ont été victimes, celui dont les Tutsis ont été victimes, que, à ma connaissance, j'ai jamais vu un peuple génocidé recevoir de l'aide, même modeste, par parachute désert. Donc, vous voyez, vous avez déjà une débauche de ma réponse, c'est-à-dire que je pense que l'histoire démontrera que ce qui se passe à Gaza génère et a généré des crimes de guerre, des crimes contre les civils, mais qu'un processus génocidaire, et que le terme de génocide est un terme qui est polémique. Je vous renvoie aux travaux de Bernard Brunotto, qui est vraiment passionnant sur le sujet. Nos amis ukrainiens l'utilisent à propos de l'Holodomor, les Vendéens parfois à propos de ce qui s'est passé en Vendée. Donc vous voyez, moi je suis historien et je sais que tous les génocides ont été reconnus avec un temps plus ou moins long. Donc laissons faire le temps, laissons faire les juristes, parce que je pense qu'il y aura des responsabilités à ouvrir de part et d'autre de la frontière, parce qu'avant le 7 octobre, il ne se passait rien de dramatique sur le territoire de Gaza. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que moi, en historien, je sais que les processus génocidaires qui ont été attestés et qui sont parfois suggérés nécessitent qu'on prenne en compte, et pour vos téléspectateurs, je vais dire les choses très simples. Premièrement, le nombre de victimes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend en compte un nombre considérable de victimes, ce qui est le cas ici. Prendre en compte également la finalité,
l'intentionnalité et la volonté de se débarrasser de toute ou une partie d'un peuple. Ce qui, sur le sujet qui nous intéresse ici, reste à démontrer. Vous aurez compris que je n'irai pas plus loin. Oui, c'est votre point de vue. D'autres historiens, eux, se sont prononcés, comme Omer Bertov, par exemple, pour le citer. Merci beaucoup. Oui. Merci Alexandre Bande, Beaucoup. merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.